Sur l'espace livre enseignant, nous vous proposons des interviews d'auteurs suite à la parution de leurs ouvrages. Et ceci pour vous permettre, premièrement, d'avoir une présentation précise de l'ouvrage, mais aussi pour vous faire une meilleure idée du contenu et de l'esprit de la publication. Alors, venez avec nous feuilleter le livre avec son auteur. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur David Nodin, l'auteur du livre « La relation soignant-soigné » dans la collection Bonnes Pratiques chez Elsevier Masson. Bonjour David, nous allons présenter l'ouvrage. Cet ouvrage, évidemment, il a été fait avec des collaborateurs. Peux-tu nous présenter déjà les collaborateurs du livre? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, les collaborateurs, c'est une véritable équipe avec des expertises multidimensionnelles puisqu'on a dans l'équipe de rédaction Chantal Salomon-Longrand qui a une vraie expertise en psychologie. Elle a une thèse en psychologie et en sciences cognitives. Aurore Marga qui a une expertise en éducation thérapeutique, qui est infirmière et maître de conférence maintenant au laboratoire éducation pratique en santé à Paris 13. Christine Osé qui était une formatrice en soins infirmiers et qui maintenant est dans la vision de la communication numérique et ce qui nous apportait dans cette vision de cette nouvelle modalité de communication via le numérique. Et puis moi-même, qui suis formateur de formation spécifique en anesthésie, mais qui maintenant a une thèse de sciences de l'éducation. On a combiné nos compétences pour faire cet ouvrage riche en termes d'apport pour les étudiants. On est sur un sujet très important, évidemment. La relation soignant-soigné, c'est un sujet central. C'est un thème, évidemment, qui est traité dans tous les mémoires des étudiants, essentiel aussi pour une bonne pratique soignante et professionnelle. Donc, on est vraiment sur un sujet cœur de métier pour le soignant. Qu'est-ce qui fonde la relation soignant-soigné? La relation soignant-soigné passe par ce qu'on appelle le concept de l'empathie. Et d'ailleurs, ce concept, il est clairement présenté dans une des fiches, mais c'est une relation en miroir et la compréhension finalement de l'autre nécessite de pouvoir se mettre à la place de l'autre sans forcément souffrir comme souffre le patient. Et donc, cette notion d'empathie est centrale dans la relation soignant-soigné. Ça, c'est le premier point. Il y a des spécificités, en fait. Il faut bien se connaître. Il y a des aspects de la communication. Il y a des aspects aussi de la connaissance, finalement, du patient, de son contexte de vie, de la compréhension de ce que lui-même a compris de sa pathologie, de la compréhension de l'environnement du patient. Et tous ces éléments-là sont des ingrédients qui sont traités au fur et à mesure des chapitres et des fiches pour amener les étudiants, mais aussi les jeunes professionnels, à finalement intégrer cette vision systémique et la compréhension systémique du patient, à la fois d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue éducatif, d'un point de vue aussi écologique. On parle beaucoup finalement d'environnement capacitant chez le patient et tous ces points se retrouvent et sont égrenés à travers des fiches spécifiques comme par exemple la relation soignant-soigné, comme par exemple le concept d'empathie, comme par exemple le concept d'autonomie et d'empowerment. Il y a des points un peu stratégiques qu'on développe et puis à travers des cas cliniques, on explique aussi comment se module la relation soignant-patient parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des éléments invariants. Et ces éléments invariants doivent être travaillés en formation initiale et puis aussi en formation continue. Mais également, il y a des éléments qui sont liés au contexte et il y a des éléments de variation. Et c'est pour ça que les cas cliniques sont intéressants parce qu'ils apportent des éléments de variation de contexte. Par exemple, l'annonce d'une maladie grave. Par exemple, le fait de travailler spécifiquement en gériatrie avec des patients Alzheimer ou spécifiquement avec des jeunes patients, des enfants. Et on voit bien en fait que ces éléments de variations sont aussi liées aux patients et au contexte de vie. Il y a aussi toute une partie sur l'éthique dans l'ouvrage. C'est certain, la dimension éthique est fortement liée à cette relation soignant-soigné. Donc cette dimension éthique, elle se retrouve également dans chacune des fiches. Par exemple, dans la posture que peut avoir le soignant par rapport au patient, dans la dimension relationnelle aux familles et spécifiquement, par exemple, en réanimation, la relation spécifique qu'on peut avoir avec un patient dans le coma. Et on voit bien en fait que ces variations sont aussi égrenées à travers cet ouvrage dans cette dimension éthique spécifique de la relation soignant-soigné. On va aller dans un cas clinique plus précis qui est communiquer avec un patient en réanimation. On avait choisi, par exemple, de traiter la relation d'un patient en réanimation et d'un patient dans le coma. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait intéressant de mettre l'accent sur une des formes un peu emblématiques de la relation soignant-soigné et une des formes assez peu communes finalement de cette relation puisque le patient est dans le coma. Alors ce cas clinique est décliné en plusieurs fiches et on arrive finalement à d'abord amener des éléments de compréhension de ce que est le coma, ce qu'est l'état de conscience, la définition du coma, ses caractéristiques
spécifique des atteintes liées à cet état qu'on retrouve en réanimation du coma. On amène finalement l'idée que, à travers cette compréhension de la physiologie du coma, comment on va pouvoir construire une relation spécifique, à la fois dans une communication verbale, avec des conduites infirmières qui sont extrêmement précises. Bien, on peut aller sur la conduite infirmière, sur la communication verbale spécifique, avec cette importance à la fois dans la façon de parler, de la façon de s'exprimer, dans le ton, dans les gestes, dans la façon de mobiliser le patient. Un point un peu plus spécifique de la relation avec un patient comateux, la communication non verbale, notamment à travers le toucher, à travers l'établissement d'un environnement spécifique avec les patients dans le coma. On demande très souvent aux familles d'emmener de la musique que le patient aime de façon spécifique pour recréer une ambiance comme ça, en fait, un peu intime, personnalisée. Un point un peu plus innovant, c'est la partie liée à l'odorat. Et on sait maintenant, il y a des études qui ont montré toute l'importance justement de ces recherches sur l'olfaction et les capacités olfactives. On a des services qui ont expérimenté en fait à travers des odeurs qui sont aussi familières. On a par exemple à peu près 250 parfums et on demande aux familles là aussi de nous aider à composer en fait des odeurs qui sont chères aux patients. On voit en fait que c'est à la fois l'audition, le toucher, l'odorat. Ces sens-là vont aussi être contributifs à la réhabilitation précoce des patients, puisque une fois que le patient est sorti du coma, on se rend compte que ces patients qui ont bénéficié de ces techniques un peu spécifiques, et la recherche nous montre ça très clairement, ont des délais de récupération plus courts que les autres. Évidemment, un patient dans le coma, c'est aussi un patient très souvent avec une famille, et on va avoir un travail de communication, d'explication, d'entretien spécifique avec les familles, parce que c'est toujours un drame pour les familles que d'avoir un proche en réanimation. Il va falloir que l'infirmière s'inscrive dans cette vision de stratégie en équipe. Il faut absolument savoir ce que les médecins disent aux familles, parce que il ne faut jamais être en décalage avec l'information donnée aux familles, sous peine de donner des informations qui ne sont pas appropriées ou être en décalage justement avec les informations que les médecins ont pu donner. Donc, c'est très important d'avoir cette vision d'équipe. Et d'ailleurs, en fait, on a des staffs et les entretiens avec les familles se réalisent en réanimation avec les paramédicaux. Et on voit bien en fait que le fait d'assister aux entretiens avec les médecins et les familles nous permet finalement d'asseoir cette clarté dans les informations qu'on va donner. Donc ça, c'est des entretiens pluridisciplinaires avec la famille. Entretien pluridisciplinaire avec la famille, ça c'est important. Et on a aussi des staffs dans les réanimations entre professionnels, donc médecins, kinés, infirmiers, aides-soignants. On a ces staffs qui sont importants, qui nous permettent de faire des points réguliers sur les informations qu'on va devoir donner aux familles, aux proches qui viennent visiter les patients. Il y a un point un peu plus spécifique, c'est qu'il va falloir aussi présenter l'environnement qui est un environnement assez agressif en réanimation. Il va falloir aussi avoir une démarche de soins qui peut être familiale. Je prends un exemple très simple, c'est les patients en réanimation des grands brûlés. C'est des patients en fait qui sont dans le coma, dans la phase initiale quand ils sont très graves, et qui vont avoir aussi de grands délabrements physiques. Il va falloir avoir une préparation sur la vision que va avoir la famille du patient. Et par ailleurs, il va falloir aussi avoir une prise en charge psychologique, à la fois du patient, mais aussi de la famille. Je pense à d'autres réanimations. Par exemple, on peut être amené à réanimer des patients qui sont dans le coma après des attentats. Et là, c'est pareil, on va avoir une prise en charge psychologique à la fois du patient, mais nécessairement aussi de la famille, parce que c'est un choc psychologique et les familles peuvent être victimes aussi de stress post-traumatique au même titre que les patients. On va avoir finalement une stratégie de prise en charge spécifique avec les familles. Cette stratégie est décrite dans la fiche 16. On voit bien en fait que l'infirmière a un rôle central dans cette stratégie de prise en charge, notamment l'explication finalement de l'environnement, ce qu'on disait, le fait de pouvoir amener des éléments de support, notamment psychologiques, pour aider les familles à mieux intégrer cet aspect du coma qui peut durer un certain temps. L'explication aussi technique, parce que souvent quand les familles arrivent, il y a les sondes partout, etc. Est-ce qu'il y a cette explication aussi de la technicité qui entoure le patient? L'environnement étant extrêmement agressif, comme je le disais, on va avoir de façon répétée et de façon progressive une explication de l'environnement, du respirateur, du moyen de monitorage, du scope. Il y a des réanimations qui proposent une ouverture 24 heures sur 24. Et les familles peuvent venir visiter leurs patients 24 heures sur 24. On a montré, à travers des études aussi, que les familles étant présentes très souvent et sur des plages horaires extrêmement importantes, étaient aussi un moyen de monitorer, de surveillance supplémentaire finalement, parce qu'on leur avait expliqué et eux-mêmes, en fait, alertent les soignants quand il se passe quelque chose. Et donc, c'est aussi un élément de sécurisation de prise en charge du patient, même si c'est pas l'objectif
principal, mais c'est un élément important. Comme il y a le patient expert, il y a aussi la famille expert pour son patient. On pourrait être dans cette vision-là de sécurisation finalement. Je pense par exemple aux patients qui sont en réanimation et qui sont trachéotomisés. Très souvent, en fait, ils s'encombrent facilement. Et on voit bien en fait que les familles ont un rôle d'alerte sur là le patient est en train de tousser, de s'encombrer, il faut l'aspirer. Certains même sur des réanimations de longue durée vont pouvoir développer des compétences spécifiques. Donc effectivement, les familles, on a un rôle de formation des familles par rapport à l'environnement, d'abord pour qu'ils ne soient pas traumatisés, mais aussi on a un rôle de formation par rapport à cette alerte qui est intéressante. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vu déjà l'essentiel de l'ouvrage et donc ça va permettre à nos auditeurs de pouvoir ensuite aller plus loin en feuilletant l'intégralité du livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.